Oui, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous me captez très bien de l'autre côté. 5/5. Ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émile Tuntwali, euh, journaliste de formation et dessinateur et artiste visuel depuis la ville de Bukavu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des graphismes, information et responsabilité sociale. Beaucoup tourné sur l'éthique visuelle, la désinformation et le rôle du designer dans la société numérique. Et désolé, je n'ai pas vraiment trouvé la possibilité de vous partager l'écran, mais dès que possible, je vous enverrai même les documents. Et je crois qu'on pourra même créer un forum dans lequel on pourra partager des différentes informations là-dessus. Alors, la première partie concerne beaucoup plus sur pourquoi la responsabilité sociale des graphistes est devenue une urgence. Alors, je disais que il y a plus de 20 ans, il y a plus de 20 ans où un graphiste était quelqu'un vraiment qui faisait les beaux et c'était vraiment ça sa définition. Parce que on devrait d'abord, lorsqu'on avait vraiment besoin d'une affiche, c'est à lui qu'on faisait recours, besoin des logos, c'était lui, besoin d'une mise en forme, c'était lui en tout cas. Et par après, il faut que lui, il faut que les designers rendent ça très joli, qu'il équilibre ça et que ça soit de plus en plus agréable à regarder. Mais aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, ça, avec les numériques, on peut dire que ça a fini et pas vraiment les faire du beau, ça reste aussi important. On n'a pas seulement besoin de quelqu'un qui va faire du beau, mais quelqu'un qui va donner du sens visuel. Et dans une société comme la nôtre, où l'image est devenue la première langue mondiale, permettez de le dire, parce que aujourd'hui, il s'est observé que il y a beaucoup plus d'images qui parlent, et comme on a toujours dit, qu'une image vaut 1000 mots. Et dans notre tendance aujourd'hui, à la lire où nous sommes et à l'allure où fonctionne le monde actuellement, on s'est dit qu'une image, l'essence visuelle, une image, c'est devenu une langue nationale. Alors, pour un designer, pour fabriquer du sens, c'est une responsabilité énorme. Et ça, nous devons comprendre, nous tous, en tant que designers. Nous avons une responsabilité énorme pour vraiment donner du sens à pour donner du sens visuel. Alors, pour ça, j'ai donné quelques raisons. Bon, j'ai énuméré 3 raisons pour lesquelles cette responsabilité est devenue une urgence est devenue vraiment une urgence dans la responsabilité sociale. La première raison, c'est les numériques. La première raison, les numériques a explosé les volumes d'images. Avant, pour qu'une image touche du monde, il fallait d'abord qu'on l'imprime. Il fallait que l'image soit distribuée, il fallait qu'elle soit aussi affichée. Et c'était vraiment long et plus coûteux d'ailleurs. Mais aujourd'hui, n'importe quelle image peut faire le tour du monde. Vraiment, ça ne demande pas trop pour qu'une image fasse le tour du monde. En quelques erreurs, en un clic seulement, l'image vraiment atteint tout le monde. Et cela vraiment déjà affecte notre communauté. Et si vraiment l'infographie est mal faite, et si vraiment la photo est sortie de son contexte, où il y a un montage approximatif, et que cela devienne viral, on comprend que lorsque quelque chose devient trop viral, ou c'est déjà trop tard. Et on comprend que la vérité, euh, on peut vraiment la rattraper. Pour rattraper une vérité, on la rattrapera vraiment. Et on va mettre trop de mois pour rattraper cette vérité. Par contre, les mensonges, elle est déjà arrivée. Et la deuxième raison, c'est les images sont devenues des armes. Aujourd'hui, on doit comprendre que lorsqu'on est designer ou bien lorsqu'on est graphiste, on est beaucoup plus
on est beaucoup plus appelé à contextualiser notre image. Et là, j'ai pas voulu vraiment, je n'ai pas parlé en métaphore, mais dans un conflit moderne, dans une tension politique, dans dans les viralités éthiques, l'image est une arme à part entière. Comment? Alors, il suffit juste qu'on manipule simplement des chiffres ou qu'on manipule les visages, les symboles, les couleurs et on crée des faux événements avec de vraies images, décontextualisées d'ailleurs. Parce que dans notre contexte actuellement, pour un designer, s'il se met vraiment à manipuler des images, à utiliser à utiliser des faux symboles, manipuler aussi des couleurs. On s'imagine qu'on est en train de créer des images, des événements faux, ou bien de créer des images qui vont créer des psychoses dans notre communauté. Et nous, en tant que designer en tant que quelqu'un qui donne du sens visuel, on est appelé à, on est appelé à, on est appelé, on n'est pas appelé à tisser la haine, à attiser la haine. Non. Mais on est beaucoup plus à être beaucoup plus authentique, à rester beaucoup plus original. Vous, designers, vous êtes en première ligne. C'est que la majeure partie des designers ne savent pas et que nous, étant designers, nous sommes à la première ligne. C'est nous, nous portons l'image nous sommes considérés comme les éclaireurs, quoi. C'est comme ça que moi, j'ai appris ça. On est considéré comme éclaireur en première ligne. Et vous êtes ceux qui fabriquent des images. Vous êtes ceux qui donnent du sens à une image. Ce sont les designers qui font exister une image, qui font contextualiser quelque chose. Par contre, on ne comprend pas ça comme ça, lorsque, on n'est pas avéré, on risque de se perdre, on risque d'être détourné de, de ces, de ces, de ces codes éthiques pour que, pour que, pour que notre audience ou pour que notre société soit détournée. Et c'est là qu'intervient même la désinformation dans, dans, dans les secteurs graphistes, dans les secteurs communicationnels ou informationnels. Mais aussi, nous sommes aussi ceux-là nous sommes aussi ceux-là qui peuvent les désamorcer. Pour moi, désamorcer quoi? Là, en parlant de désamorcer, j'ai juste parlé des faux événements avec de vraies images décontextualisées. Lorsqu'un designer crée des faux événements avec des vraies images, mais qui sont décontextualisées, qui ne sont pas utilisées dans les contextes, c'est comme quelqu'un qui va dire que non, il va créer un visuel où il va donner du sens visuel à un événement. Disons, par exemple, si on parlait, par exemple, du vivre ensemble, mais lorsque quelqu'un veut créer du visuel ou bien veut donner du sens visuel à ses contenus, il va utiliser les images qui ne cadrent même pas avec la thématique, avec son sujet, quoi. Alors là, en utilisant des images qui ne sont pas vraiment dans les contextes, tourner vers ce qu'il veut créer ou bien à quoi il veut donner du sens, on comprend directement que c'est quelqu'un qui veut créer qui veut créer les troubles, qui veut vraiment attiser la haine avec tout ce qu'il est en train de faire parce il va monter des images qui semblent, il va faire, il va, il va, il va monter des images qui vont peut-être sembler authentiques, mais après, il recevra un feedback. Par la suite, on va parler de la troisième raison, qui est l'intelligence artificielle qui a vraiment changé la donne. L'intelligence artificielle qui change la donne, ici j'ai beaucoup plus fait référence à... Il y a des ans encore, pour manipuler une image, il fallait des compétences techniques. Mes prédécesseurs l'ont dit.
il y a vraiment, on a vu tous l'intelligence artificielle arriver, mais avant l'intelligence artificielle qu'on a estimée à déjà, il y avait vraiment, ça demandait plus vraiment des compétences techniques. Il y avait vraiment Photoshop, il y avait Photoshop, de la pratique, éditant en tout cas. Il fallait qu'on s'y mette, qu'on s'isole et qu'on soit concentré en tout cas. Hein. Le fait qu'on soit concentré, vous devez faire recours à certains logiciels. Il vous faut vraiment des compétences techniques pour que vous fassiez quelque chose vous produisez quelque chose de beau en tant que designer. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut générer une image hyper réaliste de n'importe quoi avec des simples phrases en langage courant. Alors, c'est là que j'ai pris un exemple parlant vraiment, j'ai voulu contextualiser notre, la situation sécuritaire à l'est de la République du Congo, où j'ai dit, peut-être on peut dire à l'intelligence artificielle ou à n'importe quel outil, montrez-moi un soldat en train de commettre une exécution à l'est de la République démocratique du Congo. C'était ça vraiment l'exemple. Simplement en donnant cet exemple-là, en disant seulement à l'IA, par exemple, de nous montrer un soldat en train de commettre une exécution dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans 10 secondes plus tard, l'image sera générée. L'image va exister, mais en tout cas, l'image n'a jamais eu lieu. C'est ça en fait. L'image n'a jamais eu lieu et elle n'existe que visuellement, quoi. Alors, vous allez comprendre que en tant que peut-être amateur, j'utilise les outils comme Gemini, comme ChatGPT, comme DeepSeek. Je l'ai dit non, tu me génères juste une image, me montrant un soldat en train de commettre une exécution à l'aide de la République démocratique du Congo. L'image n'a jamais existé. L'image, elle n'a jamais eu lieu, mais elle existe visuellement. Alors, c'est là que nous entrons dans une ère où l'image ne sera plus une preuve. Pour les graphistes que vous êtes, c'est un bouleversement total, désolé de le dire, parce que lorsque on n'est vraiment pas obligé à se détacher de ces outils, mais on doit considérer ces outils comme étant nos assistants. On ne doit pas considérer l'outil, l'intelligence artificielle comme une béquille, mais on suppose que si vous rencontrez un client qui manipule mieux l'outil que vous, là, vraiment, vous êtes en train d'être, nous sommes vraiment en concurrence avec nos clients. Et pourtant, c'est pas ça le but. Nous devons déjà apprendre à mieux utiliser ces outils, à mieux se familiariser avec ces outils et savoir que même en utilisant ces outils, nous avons une énorme responsabilité pour ne pas détourner ou pour ne pas attiser la haine. Et alors, face à ça, on doit se poser vraiment nécessairement quelques questions. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras, on se dit que tout est foutu et que la vérité n'existe plus. La vérité, elle existe, hein, mais en tout cas, face à notre métier, on doit faire notre métier avec conscience. On doit assumer chaque image qu'on produit avec un impact. Comment? Lorsque l'intelligence artificielle nous est arrivée, normalement, on ne dit pas que l'outil a remplacé nos capacités humaines ou bien l'outil a remplacé la personne derrière l'outil. En fait, l'outil nous facilite certaines choses. Et en nous facilitant certaines choses, nous sommes appelés à soit à ajuster certaines choses et faire en sorte que à ce que l'outil ne nous perde pas. Et en réalisant notre métier, nous devons faire ça avec toute conscience. On assume chaque image qu'on produit on assume chaque image qu'on produit euh, et qu'on se dit que non, chaque image a un impact. On accepte qu'on puisse aussi se cacher derrière. Par exemple, là, j'ai illustré ça par dire que moi,
je ne fais qu'exécuter une commande. Lorsqu'on se dit ça, ça nous renvoie directement à se dire que non, le client m'a donné une commande, il m'a présenté comment je vais faire, t'explique à l'outil et que l'outil aussi génère. Mais on se rendra compte qu'il y a certaines choses qui manquent dans ce que l'outil nous a généré. Il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment authentiques dans ce qu'a fait l'outil. Mais toi, en tant que graphiste, en tant que la personne derrière l'outil, tu dois te poser la question, euh, en tout cas, quelle est la vérité derrière tout ça? Quelle est ma part dans tout ce que je suis en train de faire? Et c'est là que la responsabilité sociale du graphiste aujourd'hui, c'est savoir, c'est savoir qu'est-ce qu'on fabrique peut éclairer ou peut briller. C'est ça en tout cas. Parce que étant graphiste, notre responsabilité sociale, c'est de savoir si ce que nous fabriquons peut éclairer ou bien il peut vraiment détruire ce qu'on avait déjà construit. Parce qu'il suffit seulement d'un clic pour qu'on détruise tout, pour que la vérité, euh, pour que, pour que cette vérité-là, euh, pour que, pour que cette vérité-là soit détruite. Mais en un clic, on peut vraiment brûler, on peut vraiment incinérer tout ce qu'on avait déjà construit il y a 10 ans, il y a 20 ans. Alors, notre responsabilité aujourd'hui en tant que graphiste, notre responsabilité sociale en tant que graphiste, c'est de savoir que ce qu'on fabrique aujourd'hui peut éclairer ou peut briller. C'est à nous de choisir, en tout cas, c'est à nous de choisir. Et la deuxième partie portera sur la désinformation visuelle. La désinformation visuelle. Comment elle circule et comment la combattre. Parlant de désinformation, c'est un mot qu'on entend partout, mais beaucoup plus vidé de son sens. Et pour être plus concret, on va parler de trois formes de désinformation visuelle. Et dans mon travail d'observation, je distinguais trois formes principales. La première forme, c'est l'image fausse. C'est le plus simple à comprendre. Quelqu'un crée de toutes pièces une image qui ne correspond à aucun événement réel. Avec l'intelligence artificielle, c'est devenu massif. On appelle ça deepfakes. Les deepfakes, c'est lorsque nous, en tant que designer ou en tant que graphiste, on crée une image de toutes pièces. Une image qui n'a jamais existé, une image qui ne correspond à aucun événement réel. Juste pour détourner l'attention de gens, juste pour, euh, pour dipper les gens, quoi. Et aujourd'hui, il y a un exemple vraiment typique euh, qu'on a quand même suivi tous les actualités en 2023. Une image générée par l'intelligence artificielle montra l'explosion près du Pentagone qui a fait chuter l'indice boursier américain pendant quelques minutes. Quelques minutes ont suffi. Une image fausse créée par un anonyme a détruit les milliards de dollars de valeur le temps que les marchés réalisent. Alors, en 2023, une image a été générée par l'intelligence artificielle et la personne derrière cette image, elle était vraiment anonyme. Mais il a juste fallu quelques minutes. C'était en Patagone et il a demandé juste quelques minutes pour que l'indice boursier soit chute en tout cas. Il a fallu juste quelques minutes pour que ça chute. Mais, et aujourd'hui, on se rend compte une fausse image peut détruire le monde. Une fausse image peut, est capable ou elle est en mesure de détruire les milliards qui ont existé dans les marchés réalisés
à Pentagone. Alors, en tant que l'homme derrière l'outil, quelle est notre responsabilité? Quelle est notre responsabilité face à cet outil, face à la désinformation visuelle? Quel est notre rôle à jouer dans les numériques actuellement? C'est beaucoup plus vicieux, c'est beaucoup plus vicieux. L'image est authentique. Elle a vraiment été prise quelque part à un moment donné, mais on la sort de son contexte pour lui faire dire autre chose. C'est la même image qui a été, là on parle de la deuxième forme. La deuxième forme de désinformation, c'est l'image vraie, faussement contextualisée. On tombe sur une image qui est beaucoup plus viciée. L'image, elle est authentique, mais il faut qu'un designer ou bien qu'un graphiste manipule juste l'outil, manipule l'image et que l'image soit décontextualisée. Et lorsque euh, lorsqu'on sort du contexte, on veut juste créer des psychoses dans les personnes ou bien dans notre communauté, dans ces personnes qui nous consomment. Parce qu'un graphiste, aujourd'hui, ne se limite pas seulement à créer une affiche, ne se limite pas seulement à créer des logos, mais un graphiste, aujourd'hui, pour moi, je considère un graphiste comme, comme un communicant, comme quelqu'un qui veut, comme un éclaireur, quelqu'un qui veut éclairer, quelqu'un qui veut prêcher, par exemple, pour des chrétiens, pour quelqu'un qui veut prêcher et qui veut vraiment montrer la vérité aux gens. Alors, étant quelqu'un avéré dans les domaines, étant quelqu'un qui donne du sens visuel, on n'est pas appelé à, à, à créer ou à donner, à créer des psychoses ou à manipuler notre audience. On est appelé à unir. On est appelé à donner du sens à ce que nous faisons. Et là, j'ai illustré ça par un exemple classique, pardon, où une photo d'un char pendant la guerre en Syrie, recontextualisée pour prouver une intervention militaire au Mali. L'image est vraie, mais la légende est fausse. Le mal est fait. Pourquoi ça? C'est juste pour vraiment l'exemple de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a toujours suivi sur l'actualité sociopolitique, pardon, où une image d'un char pendant la guerre en Syrie, et elle a été recontextualisée pour juste prouver une intervention militaire au Mali. L'image était vraie, mais la légende était tellement fausse, au point que on a vraiment pas si quoi croire. Il a fallu que les fact-checkers fassent certaines recherches pour qu'on découvre si réellement l'image elle a été vraie, si l'image elle était bonne. Mais malheureusement, on s'est juste rendu compte que l'image était vraie, mais la légende qu'on a utilisée pour l'image, elle a été fausse. C'est pourquoi on a toujours appelé aux designers et même aux journalistes, lorsque vous tirez une image d'un autre contexte et que vous voulez l'utiliser dans un autre contexte, il faut toujours mentionner que l'image, il faut toujours mentionner la légende, d'où venait l'image et où l'image a été tirée et dans quel contexte. Parce que peut-être moi, étant le lecteur, il faut que je me situe, il faut que je me retrouve dans, dans, dans votre visuel, dans votre contenu. La troisième forme, c'est l'image techniquement vraie, mais visuellement biaisée. C'est la plus subtile. L'image n'est pas triquée, mais les choses des cadrages, des couleurs, des hiérarchies visuelles racontent une histoire qui n'est pas la réalité. Dans l'image techniquement vraie, mais le visuel biaisé, on se rend toujours compte que l'image, l'image n'est pas triquée.
Mais les choix des cadrages, les couleurs, des hiérarchies visuelles racontent une autre histoire, racontent une autre réalité. Et nous, en tant que graphistes, on est, nous sommes invités à bien faire le choix, à bien faire le choix de nos couleurs, à bien hiérarchiser notre visuel, mais aussi à respecter les cadrages. Parce que lorsqu'on conçoit un visuel, lorsqu'on donne du sens visuel, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour que certaines personnes ou bien notre communauté puisse consommer nos produits. Et lorsqu'on ne le fait pas, et c'est supposé que nous sommes en train de nous perdre, quoi. Nous sommes détournés de notre vocation. Et un exemple que vous connaissez peut-être, des photos du même, disons par exemple, en politique, lorsque, lorsqu'on prend des photos du même, rassemblement politique, l'une est prise dans un plan large, montrant une foule modeste. Et l'autre, peut-être par exemple, elle est prise en plongée avec un téléobjectif TAS, avec un téléobjectif. On se rend compte que lorsqu'il y a des photos de même ressemblant qui sont prises dans des plans différents, il y a une photo qui montre une foule modeste et l'autre a, avec un téléobjectif tasse de gens et donne l'impression qu'une foule immense. On se rend compte que les deux images sont vraies, mais la réalité, elle est opposée. La réalité raconte autre chose. Parce que l'on voulait juste diper la curiosité du consommateur, la curiosité de celui qui observe cette image-là. Et cet exemple, cette technique est beaucoup plus utilisée en politique parce qu'on se rend compte que euh, les politiques actuellement, ils cherchent à manipuler l'opinion publique. Et lorsqu'ils font ça, ils veulent utiliser l'image pour d'autres raisons. Et nous, en tant que designers, en tant que graphistes, like, en tant que graphiste, pourquoi on doit se poser la question de savoir pourquoi ça marche ici dans les Grands Lacs? Pourquoi la désinformation? Pourquoi cette technique pourquoi la désinformation marche dans les Grands Lacs. En tant que, en tant que, en tant que graphiste, ici, je ne voulais pas vraiment être un faiseur de leçons, mais tous nous connaissons bien notre terrain. Alors, la visuelle pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une région où l'oralité et l'image ont toujours eu plus de pas. Alors, je vais vraiment, je vais vraiment chuter vu que les temps pressent en tout cas. Je, Je vais vraiment conclure par 3 points. Le premier point porte sur vraiment la responsabilité sociale des graphistes n'est pas qu'une option, c'est une conséquence directe du monde dans lequel on vit. Un monde saturé d'images où l'image est une arme et où l'IA peut tout fabriquer. Alors ici, je voulais juste inviter les designers à comprendre que la responsabilité sociale du graphiste n'est pas vraiment une option, n'est pas une option, mais elle est plutôt une conséquence directe. Et dans le monde d'aujourd'hui, notre monde est vraiment saturé d'images. Et étant un monde saturé d'images, c'est, et l'image est déjà considérée comme une arme. Est déjà considérée comme une arme et l'intelligence artificielle est capable de fabriquer cette image-là. Le deuxième point, c'est cette responsabilité qui se joue, qui se joue dans des choix concrets, qui se joue dans des choix concrets quotidiens. Alors, nous, étant designers, nous sommes aussi appelés, étant graphistes, pardon, nous sommes aussi appelés à contextualiser, refuser et expliquer. À un certain moment, les graphistes a du mal à refuser les marchés
peut-être il s'est dit non, j'ai besoin d'un peu d'argent, il faut que je réponde à certains de mes besoins. Mais étant les clients, peut-être lui, il te propose un travail qui va en dehors de ta déontologie, qui viole un peu tes valeurs, qui viole un peu tes convictions, et tu n'es pas obligé d'accepter pour que tu brises certains de tes principes. Alors, il faut vraiment, il faut qu'on parvienne à choisir et à comprendre qu'on joue vraiment un choix et qu'on a un choix quand même à faire. Et lorsqu'on utilise une image, peut-être qu'on parvienne à vérifier et à contextualiser aussi cette image-là et qu'on soit aussi à mesure d'expliquer si on parvenait à nous demander des explications. Alors, au moins, on n'a pas vraiment pas dans des grands principes abstraits, mais qu'on se fixe certains principes, certaines lignes de conduite qu'on doit observer. Le troisième point, pour vraiment citer, euh, je voulais dire aux graphistes que vous n'avez pas apporté ça seul. Les collectifs, peut-être, vu que nous sommes déjà dans un forum, nous sommes déjà ici pour un réseautage, on doit comprendre que les collectifs ou les réseaux, l'organisation, c'est ce qui transforme une bonne intention en force réelle. Et je suis sûr que ces salons romans est une étape pour qu'il y ait organisation et pour qu'il y ait de bonnes intentions. Et c'est autour de ça qu'on va créer une force réelle. Voilà un peu.